Alors, cette vidéo aussi a pour but de travailler sur la construction d'un plan de composition sur les sujets qui gravitent autour des États-Unis. Donc vous avez le sujet le plus fréquent en TS qui est les États-Unis et le monde depuis 1945, qui peut être modulé de beaucoup de manières différentes. On pourra en discuter assez longuement. Il peut être modulé et plus centré sur la guerre froide, mettons de 1945 à 1991. Il peut parfois même, il pourrait porter sur les États-Unis depuis 1991, voire les États-Unis à une date précise dans leur rapport au monde. Ça pourrait être justement au moment de la guerre froide ou du lancement de l'invasion de l'Irak. Donc on a quand même pas mal de possibilités. Alors, comment on peut construire un plan de composition? Je vous dis souvent que le plan chronologique c'est le plus judicieux en histoire, et c'est globalement vrai, parce que ça vous permet de structurer vos idées par rapport à des périodes qui sont assez faciles à définir, notamment avec ce type de document, ou avec une explication de cours comme on le fait fréquemment. Le plan thématique, il est bien plus utile quand vous avez quelque chose qui est centré sur mettons un comparatisme entre Allemagne et URSS dans le cadre du totalitarisme. Là, vous avez un plan thématique, de la même manière que vous pouvez appliquer à ce type de sujet des plans analytiques, caractéristiques, facteurs, conséquences ou limites d'un phénomène. Alors, mettons que ce soit le totalitarisme, dans un sujet de première, là vous avez toute une réflexion aussi sur comment les totalitaristes se sont imposés, quelles sont leurs caractéristiques et quelles sont les conséquences dans les sociétés soviétiques et allemandes. Alors là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là sur les États-Unis et le monde depuis 1945. On est vraiment dans un sujet simple, où si on réfléchit assez rapidement, on peut découper des périodes comme ça assez évidentes. Donc dans le sujet que je vous avais proposé, il y avait la possibilité de passer une partie entière sur le bilan des États-Unis au sortir de la guerre, ce qui n'est pas inintéressant à faire avant le début de la guerre froide. Donc ça vous fait, si vous voulez, 1945-1947 comme une partie pour expliquer comment les États-Unis sortent de la guerre en tant que superpuissance sans contestation possible, grande puissance qui s'est pas encore confrontée réellement à l'URSS avant 1947, et qui est en train de poser un peu les jalons de sa puissance future. Alors je vous donne ici, si vous regardez bien, les éléments pour une introduction. L'introduction, elle peut être menée comme ça. Les États-Unis et le monde depuis 1945. On a d'une part des relations entre États-Unis et monde qu'on peut présenter comme complexes, variables, avec une projection américaine lors de certaines périodes, un relatif repli sur soi des Américains qui vient justement, et ça vous avez le droit de le faire dans une introduction, qui vient de la tendance politique isolationniste du début du XXe siècle. Je vous ai mis un engagement dans la Première Guerre mondiale, puis un impact important sur l'économie mondiale avec la crise de 29. Les États-Unis ont déjà un poids considérable dans le monde il y a un siècle à peu près. Ils se sont longtemps pensés et voulus comme isolationnistes parce que le peuple américain ne voulait pas s'engager dans des guerres lointaines et globalement coûteuses en argent et en hommes, ne voulaient pas envoyer leurs fils mourir pour les anciennes nations qu'ils avaient quittées pour la plupart, ce qui peut aussi se comprendre. Et à partir de 1941, là je vous le dis, c'est une possibilité dans une intro de soit embrayer tout de suite, si vous voulez, sur 1945, soit rappeler certains éléments, justement, qui peuvent expliquer cette puissance américaine. Donc à partir de 1941, les États-Unis mettent leur puissance industrielle au service des Alliés, pour rappeler là aussi que c'est quand même eux l'arsenal des démocraties, mais aussi de l'URSS. Ils ont fourni des dizaines de milliers de camions à l'URSS, plusieurs dizaines de milliers d'avions et un nombre de chars aussi considérable. L'Europe est affaiblie, là on arrive tout de suite en 1945, vous voyez dans l'intro, on n'a rien développé de particulier, ce qui est important aussi, d'éviter de développer dans l'introduction. L'Europe est affaiblie, donc l'URSS semble déjà
vouloir s'opposer, mais les États-Unis dominent véritablement le monde par leur économie, leur puissance financière et les projections militaires. Là, j'ai fait une petite faute. Hop là, militaire avec un S. Hein. Donc, on est face à une introduction assez classique où on peut travailler, si vous voulez, pour rappeler les éléments de cette puissance américaine. Alors, et je vous ai mis ensuite comment on peut annoncer un plan particulier ou une problématique sur ce sujet. Toujours essayer d'introduire par une phrase qui montre que vous vous posez une question. D'accord ? C'est pour cela que nous nous demanderons. Assez simple. Comment se transforme la puissance des États-Unis dans le monde du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à nos jours ? Ou, si vous le voulez, de 1945 à nos jours, pour être encore plus synthétique. Alors pour répondre à cette problématique, nous pouvons aborder premièrement la puissance américaine au sortir de la guerre, je vous l'ai dit, c'est un plan assez simple, puis les États-Unis confrontés à la guerre froide, qui doivent quand même représenter une partie substantielle du devoir, hein, je dirais pas 50%, mais si vous faites 35-40% de votre développement sur la guerre froide, c'est totalement justifié. Pour enfin aborder l'hyperpuissance américaine depuis la fin de cette dernière, donc les 25 dernières années, qui sont aussi capitales pour la compréhension de ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Alors je ne vais pas revenir sur tout, vu qu'on l'a fait en partie en classe. Une puissance américaine assumée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire que on quitte, on rompt avec cette tradition isolationniste dont j'ai un petit peu parlé. On a l'engagement américain avec ce qu'on appelle l'arsenal des démocraties. Là, je vous mets les petits Liberty Ships, qui peut être un très bon exemple aussi à citer. Ce sont les 2700 et quelques cargos que les Américains ont construits dans le but de transporter des armes, du matériel vers leurs alliés britanniques et soviétiques au départ. Ensuite, la fin de l'isolationnisme et l'engagement dans la guerre, ça rappelle ce qui a été évoqué justement lors de l'introduction, et l'importance de l'attaque japonaise de Pearl Harbor qui a frappé un État américain directement, un territoire américain. Le rôle des Américains dans le débarquement ensuite en Normandie et en Provence en 1944, c'est pour rappeler la capacité de projection américaine qui a créé un nouveau front à l'ouest et qui a permis, si vous voulez, à l'URSS comme aux alliés à l'ouest d'écraser plus facilement l'Allemagne. Deuxième sous-partie, le prestige des États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on en avait parlé un peu. Les États-Unis apparaissent comme les, si vous vous souvenez, apparaissent comme les sauveurs de l'Europe et une bonne partie du monde. Or, de manière bien plus positive que les soviétiques, hein, qui quand même accusaient, si vous vous en souvenez, d'être une force d'occupation dans certains pays, hein, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque actuelle, Slovaquie ou autre, les troupes russes sont installées dans ces pays. Donc États-Unis, sauveurs de l'Europe et du monde, libérateurs si vous voulez, puissance démocratique, mais aussi une grande puissance économique qui s'impose, d'accord ? Alors, j'ai réessayé de trouver un maximum de chiffres précis, parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions sur Internet, et d'après les calculs faits par certains historiens et économistes, on serait à peu près autour de 30% du PIB mondial en 1950 pour les Américains, et de 50% des transactions financières réalisées depuis les bourses américaines. Bref, ça c'est essentiellement des exemples pour rappeler que les États-Unis sont la grande puissance industrielle et économique de l'époque, que les marques américaines, par exemple comme Ford ou General Motors, dominent aussi le marché de l'automobile à cette époque. On sait la dernière partie de cette présentation de la puissance américaine au sortir de la guerre. On a le rôle central dans l'édification d'un nouveau monde, le nouvel ordre mondial avec plusieurs conférences. Donc là vous avez à rappeler les fameuses conférences de Bretton Woods
sur la création du FMI, de la Banque mondiale et le dollar qui s'impose comme la monnaie de référence mondiale, mais aussi à rappeler la conférence de San Francisco sur la création des Nations Unies, et voir celle de Yalta un peu plus tôt. Alors là, ça nous force à nous situer encore sous Roosevelt, le partage du monde auquel les Américains ont participé. Sur cette page-ci, je vous ai mis divers petites photos ou documents dont on discutera plus tard. J'ai pas pu en mettre plus à cause de bugs un petit peu du logiciel, mais ça devrait déjà nous aider à pas mal avancer. Alors la conférence de Bretton Woods et la mise en place d'un système monétaire mondial, le dollar devient, si vous vous souvenez bien, la monnaie de référence. Le 26 juin 1945, les Nations Unies sont fondées et les accords du GATT en 1947. On peut le rappeler un petit peu. Les accords du GATT, ce qu'ils font. Les accords du GATT instaurent. Bon. Donc les accords du GATT instaurent un libre-échange qui est assez largement en faveur des États-Unis, et une idéologie américaine, oui, qui va être fondée sur le libre-échange de marchandises entre grandes puissances pour instaurer une forme de capitalisme mondial, soit une mondialisation avant l'heure. Alors, le grand 2 sur justement cette opposition de guerre froide qui pourrait presque faire l'objet d'une composition à elle toute seule. Vous avez la confrontation qui se crée entre Truman et Staline, justement, qui va se développer. Alors, la création, champion et leader du monde libre, les États-Unis, la création d'un réseau d'alliances militaires, ça on l'a vu en partie, l'OTAN, l'OTAS, les traités spécifiques qu'il y a pu y avoir avec des pays dans le Pacifique, comme l'Australie. Les États-Unis posent les bases d'un monde qui va un petit peu se greffer, si vous le voulez, sur leurs intérêts géostratégiques. Mais on a également des petits soucis qui vont changer la donne, si vous voulez, avec l'Union soviétique qui était un ancien allié. Tout d'abord la doctrine Truman ici. Le président Truman va se trouver être beaucoup plus va-t-en-guerre, comme il l'a prouvé d'ailleurs lors du largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki, que Roosevelt. Beaucoup moins naïf aussi certainement sur ce que constituait comme menace l'Union soviétique. Et Truman va affirmer justement la doctrine du containment, donc de l'endiguement, si vous vous souvenez de la traduction française. Alors on va bouger un petit peu le texte pour que ça corresponde. Truman et l'endiguement. Suite à cela, on a également, et c'est pour ça que je vous ai mis quelques petites cartes, le blocus de Berlin voulu par Staline. Le blocus de Berlin, si vous vous souvenez, c'est un moment particulier où les soviétiques tentent de... Donc je reprends, le blocus de Berlin, c'est un moment particulier où les soviétiques essaient d'étouffer Berlin-Ouest qui est occupé par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, en encerclant totalement la ville, en la fermant, si vous voulez, assez en termes de routes, de ravitaillement ferré ou autre. Et la seule possibilité pour les Alliés, c'est celle-ci, c'est celle de créer des couloirs aériens entre la future RFA, la République fédérale d'Allemagne, occupée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, mais bon, on va dire l'Allemagne capitaliste. On crée un pont aérien avec les centaines d'avions disponibles pour les Alliés, qui va justement contribuer à maintenir une capacité de survie à peu près correcte pour les habitants et à ravitailler la ville.
Donc, on rappelle certains éléments, on envoie Truman valser là-bas. Là, j'ai d'autres documents à étudier. Le blocus de Berlin, c'était ça. C'était cette confrontation entre Staline et Truman. Bon, je vais vous remettre Truman ici, qui nous permet justement d'affirmer que la guerre froide démarre. Alors, une puissance multiforme qui véhicule un modèle culturel, ça c'est pour rappeler justement la spécificité de cette superpuissance américaine de la guerre froide, c'est que contrairement à l'URSS, qui a assez peu de pouvoir culturel, de soft power pour influencer les autres puissances, la puissance américaine, elle est économique et financière, influente sur l'ensemble du monde capitaliste et très implantée, que ce soit en Amérique latine ou en Europe de l'Ouest. Alors la technologie, je voulais simplement rappeler des choses assez simples, c'est notamment à travers l'exemple de la conquête spatiale. On va l'utiliser à plein, si vous voulez. La conquête spatiale qui est marquée par le programme Apollo que John Fitzgerald Kennedy a lancé au début des années 60. Le programme aboutit à un succès flagrant des États-Unis par rapport à l'Union soviétique. On arrive à envoyer un certain nombre d'astronautes et un nombre de missions quand même importantes sur la Lune, des premières missions humaines sur une autre planète, et depuis il n'y en a pas eu de nouveau. Comme quoi on peut mesurer aussi la qualité de la technologie américaine de l'époque. Donc ça, c'est un exemple relativement intéressant pour vous à citer. Technologiquement, la conquête spatiale américaine, c'est un succès avec le programme Apollo. Un rayonnement culturel mondial fondé sur des exemples. Vous avez le droit, assez simplement, de parler de choses comme celle-ci. D'accord ? Vous avez le droit de parler de Star Wars. Par exemple, en expliquant combien Hollywood, le cinéma américain, est capable de produire des films quasi mythiques qui se sont vendus dans le monde entier, qui ont des fans dans le monde entier, et qui inspirent même parfois des aspects de la culture populaire de nombreux pays. Donc de ce côté-ci, les exemples peuvent être nombreux, vous pouvez également citer le rock, vous pouvez, dans les années 60-70, citer le jazz avant, et le hip-hop des années 80-90. Donc le rayonnement culturel américain, on a assez peu de doutes d'ici, on peut remettre Dark Vador sur le côté. Et dans une partie C, une puissance entre doute et certitude, dans la mesure où cette suprématie est contestée, notamment par les mouvements hippies, mouvements contestataires des années 70, qui contestaient également le fait d'être envoyé au Vietnam pour combattre sur les terrains d'opération anticommunistes des États-Unis, de donner sa vie pour le pays, mais dans une guerre qui était considérée par la jeunesse de l'époque globalement comme injuste. Donc on a parmi ces mouvements justement pacifistes une importance assez conséquente des mouvements hippies, que vous pouvez citer assez facilement. On pourrait également rappeler les mouvements américains noirs plutôt radicaux et contestataires comme les Black Panthers, qui étaient proches d'ailleurs des communistes aux États-Unis et qui rejetaient à la fois le capitalisme et l'exploitation raciale. Ça vous marque les années 70 comme une période particulière. Et on enchaînait dans ce qu'on avait tenté de mettre, l'élection de Reagan en 80, la guerre fraîche, la réaffirmation américaine assez totale hein, par rapport aux périodes précédentes, où Reagan justement relance de la guerre froide par la guerre des étoiles, si vous vous souvenez, c'est l'expression on va dire, à travers laquelle on a essayé d'expliquer la construction d'un réseau de satellites et de missiles d'interception qui était censé justement empêcher les soviétiques de frapper le sol américain, mais le tout lancé depuis l'espace, enfin lancé dans l'espace, pardon. Alors,
la relance de la guerre froide par la guerre des étoiles. On peut également rappeler, si vous vous souvenez, la guerre d'Afghanistan, ici, où les Américains vont aider les islamistes et divers groupes afghans à combattre l'Union soviétique. Alors, cette guerre froide, elle a été relancée aussi sur d'autres terrains d'opération, si vous voulez le rappeler. Au Nicaragua, les États-Unis interviennent et soutiennent les milices d'extrême droite contre le gouvernement en place. À Panama, les Américains interviennent contre Noriega, qui est censé être un communiste, mais qui est plus un grand trafiquant de drogue. Et en Colombie, pour ceux qui ont déjà vu la série Narcos, vous avez une intervention américaine qui est liée à l'envie de lutter contre les guérillas communistes, là aussi. Donc dans tout le continent, vous avez des petites guérillas communistes, du Mexique à l'Argentine quasiment, et les États-Unis sont actifs avec la CIA, l'armée, pour lutter contre ces gens-là. Donc ça, Reagan le relance avec une assez grande vigueur, et joue un nouveau bras de fer avec l'Union soviétique, ce qui va contraindre en partie l'Union soviétique à se surarmer, mais aussi à lâcher du lest au moment où Gorbatchev arrive au pouvoir. Au milieu des années 80, quand l'Union soviétique commence à comprendre que la guerre industrielle avec les États-Unis, en tout cas à maintenir le niveau d'armement constant contre les Américains devient difficile à tenir, vous avez Mikhaïl Gorbatchev qui arrive au pouvoir en URSS et qui va développer la perestroïka pour libéraliser l'économie, la glasnost, une forme de politique plus libérale, et qui va lâcher la bride aux pays d'Europe de l'Est. Alors lâcher la bride aux pays d'Europe de l'Est, ça va aboutir au final à la chute du mur de Berlin et à la fin des régimes communistes. Sans vouloir trop continuer là-dessus, si vous vous souvenez, on va le remonter un peu, l'hyperpuissance, elle est fragilisée à certains moments et concurrencée par de nouvelles puissances. Alors, je vous avais dit, il est possible d'imaginer une partie 1991-2001 et 2001 à nos jours, si on fait une seule première grande partie sur la guerre froide. Mais ça crée un sacré déséquilibre en termes de taille des parties et de proportion de ce qu'on peut mettre dedans, parce que 91-2001, il se passe beaucoup de choses, mais il s'en passe quand même moins que pendant la guerre froide, ou que si on fait une seule grande partie, là comme la troisième grande partie de 91 à nos jours. Alors l'avènement de la puissance américaine après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis, seule hyperpuissance après la disparition de l'URSS, on rappelle diverses choses. En 91, les Américains se déclarent garants d'un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui est basé sur la démocratie parlementaire politique classique, on va dire, sur l'exercice de l'état de droit. Et Bush, justement, déclare la guerre à l'Irak dans ce sens-là. N'ayant plus de soutien de l'URSS, le régime de Saddam Hussein, qui vient d'envahir le petit état du Koweït pour s'approprier son pétrole, se retrouve face à une coalition internationale qui va envahir le sud de l'Irak et le Koweït pour reprendre les terres perdues. Et là, les Américains s'affirment vraiment comme une puissance capable de coaliser le monde occidental et leurs alliés arabes pour aller mettre justement une pâtée assez considérable à Saddam Hussein et montrer que les Américains, sans la contrainte diplomatique de l'URSS, sont capables d'aller faire la guerre un peu partout et de s'imposer. Ensuite, ils vont même montrer qu'ils ont une capacité d'action supérieure aux Européens, parce qu'ils vont, avec la guerre en Yougoslavie, ils vont être capables justement de signer, si vous voulez, des accords de paix, de contraindre les Serbes, les Bosniaques et les Croates à signer des accords et à reconnaître l'existence des nouvelles républiques en ex-Yougoslavie. Les Américains vont également intervenir en Somalie en 93 pour essayer justement de
d'améliorer la situation humanitaire, mais ça va être un échec assez important. Et on a aussi la volonté développée par Bill Clinton, donc de 93 à 2001, ou suivant la manière de compter, il est élu fin 92, mais il est investi à la Maison Blanche en janvier 93, bref. Les accords de paix entre Israël et les Palestiniens, qui sont aussi importants en tant qu'exemple justement de la puissance américaine qui s'impose diplomatiquement et qui tente de résoudre les conflits tout en intervenant un peu partout dans le monde. D'accord ? Les années Clinton sont des années d'intervention un peu tous azimuts, mais militairement moins marquées. D'accord ? C'est la diplomatie qui domine. Le revirement dans la politique américaine, à partir du 11 septembre, on a un choc total qui est celui des attentats, la chute des Twin Towers, le quartier de la finance de New York qui est frappé en son sein le plus symbolique, si vous voulez, ces tours qu'on voyait dans les films, les séries américaines depuis une trentaine d'années, qui étaient les plus hautes, qui faisaient une partie de la silhouette de la ville. Elles sont frappées, elles font à peu près 3000 morts. De même, le Pentagone est frappé, et Camp David, la résidence d'été du président américain, devait également être frappé par un avion qui n'a pas atteint sa cible. Là, on a tout un ensemble d'attaques contre le sol américain qui vont entraîner une réponse, celle de George W. Bush, le fils de George Herbert Bush, donc deux présidents américains qui ont le même nom, il faut essayer de ne pas se tromper, qui va prononcer un nouveau discours et définir justement les pays qui sont les ennemis des États-Unis avec sa fameuse guerre contre la terreur et l'axe du mal, que vous devez essayer d'exemplifier avec le petit texte qu'on avait lu en classe, qui est justement simpliste. D'accord ? Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, on vous fera la guerre. Cet engagement américain, ça aboutit tout de suite à l'envoi de troupes assez massifs avec une coalition internationale où la France, le Canada ou l'Allemagne participent. Donc là, on n'a pas trop le risque de l'unilatéralisme dans le cas de l'Afghanistan. Par contre, quand les États-Unis veulent attaquer l'Irak fin 92, fin 2002, début 2003, là on a un vrai risque d'unilatéralisme qui est celui de partir en guerre tout seul contre les Irakiens et d'aller bombarder massivement le pays, de l'envahir, de l'occuper, mais de ne pas avoir de plan sur ce qui va se passer après. Alors, durant ces années-là, il y avait des manifestations pacifistes un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, pour rejeter l'intervention américaine en Irak. Donc, si vous voulez, un peu comme la période de la guerre du Vietnam, quand je vous ai montré les manifestants, on se retrouve dans un cadre où les États-Unis, malgré le fait qu'ils aient été frappés sur leur sol, vont apparaître comme un pays belliqueux et prêt à agresser plusieurs pays en même temps, mais surtout à s'enliser dans la guerre. Donc, je vous ai mis ici l'enlisement de la guerre, dans la mesure, si vous le voulez, où les Américains vont occuper l'Irak, vont se charger des anciens dignitaires du parti, vont emprisonner un nombre considérable de proches de Saddam Hussein, mais aussi d'islamistes, vont mettre tous ces gens-là dans une prison qui s'appelle Abu Ghraib, et ça va donner d'une certaine manière Daesh aujourd'hui. Alors, les États-Unis vont amener une forme de chaos politique au Proche-Orient, à cause d'une mauvaise planification, mais aussi toujours de la volonté d'appliquer des modèles politiques américains de démocratie sans avoir réellement de sociétés civiles locales qui sont prêtes à travailler avec eux. Or, quand les gens rejettent les Américains, ça aboutit à une seule chose, c'est que les Américains ont donné le pouvoir aux leaders des chiites en Irak, qui ont été opprimés par Saddam Hussein, qui était un dictateur sunnite, et on va se retrouver, si vous voulez, dans une guerre civile irakienne qui n'est pas terminée aujourd'hui. Enfin, on a la dernière sous-partie qui est quand même très importante pour nous, qui est la remise en cause de l'hyperpuissance américaine. Alors,
Elle est en partie aussi fondée sur l'endettement massif des États-Unis pour ces guerres extérieures. On sait que la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan, les deux ont coûté plus de 1000 milliards de dollars d'endettement américain. Comme les Américains s'endettent dans leur propre monnaie, c'est moins complexe, mais ça aboutit quand même à une charge supplémentaire, si vous voulez, sur le budget de l'État. Et c'était plus tenable quand même pendant des années et des années. Surtout que beaucoup de soldats sont rentrés comme du Vietnam assez abîmés et traumatisés par cette guerre très difficile. On a une puissance américaine qui a été affaiblie premièrement par voilà, ces guerres en Irak et en Afghanistan. De la même manière, avec la crise de 2008, dont on voit certains signes en 2007, si vous vous souvenez bien, elle était plus ou moins justement agrémentée de volets différents, d'accord. Une crise de l'immobilier, si vous vous souvenez, donc une crise immobilière, une crise économique majeure, à travers les ruines et le chômage. On a aussi les faillites de banques, forcément, une crise économique et sociale, pardon, ruine et chômage. Et en dernier, on peut rappeler la crise financière avec la faillite de la banque Lehman Brothers. Alors, on a des États-Unis qui s'enfoncent dans la crise, même si au final elle va être moins dure que la crise européenne et la crise de l'euro. Mais elle a quand même créé énormément de problèmes sociaux, de chômage et d'inégalités aux États-Unis. Et on a une puissance qui vient concurrencée par différentes puissances qu'on a vues nous-mêmes. Donc ici, je vous rappelle, je vais vous mettre une petite caricature assez facile sur le numéro 2 de la puissance économique mondiale qui est la Chine, qui est en train de surpasser les États-Unis, qui devient un énorme dragon placé à côté. Mais rappelez aussi que ce qu'on a vu plusieurs fois en termes de parité de pouvoir d'achat, la Chine est passée devant les États-Unis, donc on peut estimer qu'elle produit plus, même si ce sont en partie des firmes américaines qui le font. Donc la Chine devient la première puissance mondiale en parité de pouvoir d'achat, mais on a aussi le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, en dehors de la Chine, qui sont des puissances qui s'affirment au niveau régional. Or, la Russie, qui est une zone d'influence de plus en plus étendue par certains aspects sur les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, notamment Kazakhstan et autres, qui sont très influencées par la Russie. L'Inde, qui devient une sous-puissance, enfin une puissance sous-continentale très importante, économiquement, qui est en train de prendre l'ascendant sur pas mal de pays occidentaux. Le Brésil qui domine l'Amérique du Sud et qui, à l'époque de Bush en tout cas, est très opposé à la politique américaine, et l'Afrique du Sud qui est là peut-être plus proche des États-Unis, mais qui défend des positions quand même propres au pays. Alors, en dernier, rappelez aussi que l'Union européenne s'oppose par certains aspects à la politique américaine avec le refus du TAFTA, mais aussi que la relation à l'Europe, elle s'est un peu affaiblie avec la sortie du principal allié de l'Union européenne pour les Américains, qui était le Royaume-Uni. Alors il reste proche des Allemands, mais c'est vrai que entre l'espionnage d'Angela Merkel par les services secrets américains et les divergences qu'il peut y avoir, notamment en matière de politique environnementale mondiale, de firmes transnationales ou autres, les Allemands et les Américains n'ont plus une relation aussi bonne que lors des années 70-80. Alors la montée du populisme américain, c'est le dernier petit point de votre développement pour poser un début d'interrogation que vous avez le droit aussi d'aborder dans une conclusion, qui est justement de essayer d'interroger le retour de l'Amérique vers l'isolationnisme. Selon Trump, c'est un peu ce qu'il vise, d'accord ? Le retour sur l'Amérique d'abord, moins d'expériences militaires à l'étranger, moins de tentatives justement d'influer sur la politique des autres, un rapprochement avec la Russie qui est promis par Trump à plus ou moins long terme,
des positions politiques qui sont nettement moins, comme on disait avant, atlantistes, mais qui sont peut-être plus pragmatiques, et qui rappellent parfois les rapprochements justement de Nixon avec la Chine pour lutter contre les soviétiques. Alors dans votre conclusion, vous avez dit la possibilité d'utiliser la conclusion du cours pour avancer. Il faut travailler, si vous voulez, sur l'idée que les États-Unis, malgré ces crises, malgré l'explosion de leur puissance en termes d'hyperpuissance à la fin de l'Union soviétique, ont connu des phases d'alternance, d'isolationnisme. Si vous voulez, l'idée générale, ce serait justement de rappeler que les Américains ont oscillé assez fréquemment entre la volonté d'agir, voire d'intervenir très activement dans certaines zones du monde, quitte à les modifier, quitte à imposer leur vision des choses comme en ex-Yougoslavie ou en Irak, avec des périodes de relatif retrait, comme ceux d'Obama et de Trump qui semblent s'annoncer, c'est-à-dire des périodes où les Américains estiment que leur engagement leur a coûté trop cher, mais que ça ne remet pas en question leur puissance. Alors l'idée de la conclusion, c'est quand même de travailler sur cette idée de puissance qui est relativement constante, qui s'est construite dans l'opposition à l'URSS, mais que même aujourd'hui sans l'URSS, avec des nouvelles concurrences, on aboutit toujours à une puissance américaine qui est supérieure à ce qu'on peut trouver dans les autres grandes régions du monde. Or, ni la Chine, ni l'Union européenne, surtout pas le Brésil, n'arrivent réellement à s'imposer comme des puissances véritablement mondiales qui sont capables d'influencer l'ensemble des politiques du globe, notamment économiques. Donc ça, les Américains sont les seuls à encore pouvoir le faire. Donc la conclusion, elle doit vraiment tourner autour de cette idée que, malgré tous les affaiblissements successifs de la puissance américaine, malgré les retours en force des Américains comme sous Reagan, on a une puissance qui est quand même assez constante, qui est toujours là en 2016-2017 quand vous composerez au bac, qui est toujours celle qui n'a pas peur, entre guillemets, de s'affirmer comme défenseur de la démocratie, comme leader capitaliste, et qui n'a pas peur non plus d'ailleurs d'utiliser ces grandes firmes transnationales pour espionner ses alliés. Et sur ça, dans la conclusion, il faut être capable soit de poser une petite ouverture, comme vous l'avez déjà fait, soit d'expliquer que la puissance américaine, elle est forcément obligée d'être plus partagée de fait de la concurrence montante des Chinois, des Européens et des Indiens, par exemple. Donc ce sera une puissance partagée, mais elle risque de durer encore assez longtemps. Voilà, je vous remercie.